La question que je pose, pourquoi est-ce qu'en Afrique, après les indépendances, aujourd'hui ça fait 64 ans, quand on vote dans nos pays, pour avoir les résultats, il faut attendre vraiment assez de temps. Parce que l'Italie ne manipule pas ses élections. Pardon? Parce que l'Italie ne manipule pas les élections pour quelqu'un. C'est tout simple. C'est la volonté de manipuler, de ne pas dire... Pourquoi vous les manipulez? Vous êtes un homme d'État. Vous êtes ministre. Oui, mais vous êtes un homme d'État. Oui, mais vous êtes un grand politicien. Oui. Vous écrivez le programme de votre parti PPACI. Oui. Mais donc vous devez faire en sorte que, après les élections, après qu'on ait voté, on ait sorti des urnes et qu'on ait des résultats sans attendre assez de temps. C'est pourquoi nous disons qu'il faut changer la CEI. Parce que ce que vous dites, ça rejoint exactement ce que nous disons. C'est possible en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes infrastructures de communication comme vous. Chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Justin Kone Katina, le ministre Sou Barpo, donc porte-parole également du PPACI, était sur le plateau, n'est-ce pas, de télévision. Il a abordé plusieurs questions, notamment les irrégularités au niveau de la CEI, les manipulations, n'est-ce pas, des élections selon lui par le régime du RHDP, et que Gbagbo ou rien, donc le cycle est gore, Gbagbo ou rien. Il explique tout ça dans cette vidéo à travers, n'est-ce pas, si on peut appeler ça intervention. Nous allons suivre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. Est-ce que les questions qu'on se pose d'abord, pourquoi dit-il que le RHDP manipule dans les élections? Pourquoi dit-il que c'est une injustice contre Laurent Gbagbo d'être exclu, n'est-ce pas, sur la liste électorale? Toutes ces choses, nous allons essayer, n'est-ce pas, de suivre, et on en revient juste après. La colère du PPACI, il faut dire les choses appeler les choses par leur nom. On a l'impression que tout est organisé, tout est fait pour qu'effectivement la CEI s'attelle, ou du moins c'est ingénu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui s'enrôlent. Il nous disait qu'il s'attendait autour de 4 500 000 primo-votants, de personnes, de nouvelles personnes qui devaient s'inscrire. Nous en sommes à peine 900 000. À peine 900 000. Et donc, et tel que les choses ont été organisées, les goulots d'étranglement qui ont été mis en place pour la production des pièces administratives, ainsi de suite, tout cela participait, à notre avis, à la volonté manifeste de la CEI d'empêcher le maximum de personnes à s'enrôler. Donc c'est volontairement que ça a été fait. Et je rappelle que conformément à notre loi, la révision électorale se fait chaque année. Et la CEI a décidé, elle, de faire l'enrôlement chaque 2 ans. Mais si vous aviez prévu pour chaque année de faire un enrôlement chaque 3 semaines ou 1 mois, mais quand vous reportez à 2 ans, au moins la décence et même la logique, la simple logique humaine voudrait que vous puissiez au moins que l'opération dure au moins 2 mois. Au moins, ça a un sens. Mais quand vous, non seulement vous ne le faites pas chaque année, en plus les 2 ans, vous trouvez un délai de court et vous espérez, qu'est-ce que vous pourrez faire 3 semaines ou 1 mois pour faire l'enrôlement dans un pays comme la Côte d'Ivoire où la question de la production des pièces administratives est une gageure. Ben, évidemment, on s'attendait à ces résultats et pour nous, c'est voulu. Vous critiquez le comité électoral indépendant. Mais si je me rappelle bien, j'ai bonne mémoire, c'est le FP qui a créé ce comité. Oui. Alors? Oui, nous sommes à la recherche d'un instrument qui puisse garantir des élections paisibles. Au début, en Côte d'Ivoire, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais c'est le caractère manifestement partisan du ministère de l'Intérieur qui n'a pas été capable de faire la part des choses entre son rôle politique et son rôle administratif pendant des élections qui a fait que nous avons demandé qu'il y ait une institution neutre puisse continuer d'organiser les élections. Vous dites qu'elle n'est pas neutre? Non. Nous sommes dans cette logique. Malheureusement, la composition aujourd'hui de la CEI, telle qu'elle est, nous avons commis l'erreur de penser qu'en prenant des partisans, plusieurs partisans, les mettant ensemble, on arriverait à la neutralité. C'est pas vrai. Si en mathématiques 1 moins 1 égale 0, en politique 1 moins 1, ça fait toujours deux positions tranchées. Et donc finalement, la bataille politique qui devait avoir été tenue loin
de l'instrument de la commission électorale s'est déplacé à la commission électorale. Et en Côte d'Ivoire, on a des partis politiques qui sont créés uniquement pour siéger à la commission électorale. Vous avez une commission électorale qui est contrôlée pratiquement à 90% par le parti au pouvoir. Elle n'est plus neutre, elle devient... Mais est-ce que le PPAC siège au sein de ce comité? Non. Alors, il faut répliquer. On nous a donné on nous a admis l'année passée dans la commission, mais nous sommes le troisième parti le plus important de la Côte d'Ivoire en termes de résultats électoraux. Vous imaginez que dans la commission centrale, le bureau de la commission, le bureau de la commission de la CEI, le bureau central, le PPACI n'est pas représenté. Mais vous trouverez dans cette commission des partis qui n'ont même pas un conseil municipal. Et qui sont Monsieur le ministre, oui. Il y a quand même une incohérence. Il y a 5 ans, vous avez invité vos fidèles, vos adhérents à ne pas s'enrôler. Oui. Aujourd'hui, que vous attendez? Vous attendez à quoi? Quand vous avez dit à 5 ans de ne pas s'enrôler? Oui, mais où est le problème? Si on vous dit, on n'a pas voulu que vous enrôliez, parce que la bataille politique, c'est une bataille thématique. Nous organisons notre débat autour d'un thème. Il y a 5 ans, notre thème principal, c'était la libération du président Laurent Gbagbo, parce que nous estimons que son incarcération était une injustice qui fragilisait la cohésion sociale. Et on ne voulait pas se rendre complice, faire comme si tout va bien, alors que tout ne va pas bien, nous avions notre leader. Mais cela n'empêche pas, c'est parce que nous n'avons pas à nos gens de ne pas le faire il y a 5 ans, que la CEI va continuer, parce qu'elle, son rôle, elle est financée pour que le maximum de personnes. Si aujourd'hui nous appelons les personnes à venir s'enrôler, elles devaient donc applaudir des 2 bras et organiser de sorte que les gens puissent venir s'enrôler. Donc ce n'est pas parce que nous avons refusé, nous avons demandé à nos partisans de ne pas s'enrôler il y a 5 ans que ça justifie les manquements graves de la CEI. C'est 2 choses totalement différentes. D'accord. Mais un autre thème qui me surprend un peu dans votre attitude comme politicien, Gbagbo ou rien, c'est une attitude mentale qui est résumée dans le slogan ou rien en abrégé les gores. Mais pourquoi Gbagbo ou rien? C'est pas possible qu'un homme politique ne forme pas ses lieutenants, disons, ses dauphins. Gbagbo aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Il n'a pas plus de 80 ans. Il a quel âge? Gbagbo, il a 79 ans. D'accord. Mais... Comment on dit en latin? Errare humanum est. Oui, tout à fait. Allez-y. Alors, mais 79, 80, okay. Il y a 1 an de différence, monsieur Katina. Mais c'est pas la même chose. D'accord. On est d'accord. Au moins, c'est ça, on n'est pas... Non, j'ai reconnu. D'accord, c'est la même chose, on n'est pas d'accord. Alors, non. Comment non? Il faut que vous compreniez quelque chose. D'abord, il était à la CPI et il était candidat. Oui. C'est possible qu'il n'y a pas un dauphin. Non, mais comment non? Parce que, voyez-vous, oui. Un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Mais un parti politique aussi, c'est la bataille autour d'un certain nombre de valeurs. Et l'une des valeurs essentielles pour nous, au PPACI, c'est que nous n'acceptons pas l'injustice là où elle vient. On ne peut pas nous me dire, à moi, Koné Katina, que toute la solution au problème de la Côte d'Ivoire se résume à l'élimination du président Laurent Gbagbo comme acteur politique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc quand nous les disions, c'est pour dire que vous avez décidé de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit écarté de la vie politique, c'est votre souhait. Nous, de façon symétrique, nous vous disons que nous nous mettons au centre du débat politique. Ça, c'est tout à fait, c'est une réponse logique à un comportement que des adversaires, des personnes essaient de cultiver. Donc pour nous, quand nous le disons, ça fait partie de notre bataille. Ce n'est pas un slogan fanatique, ce n'est pas du fanatisme, mais ça correspond à une logique. Quelqu'un a gagné une élection en 2000, on l'a empêché par tous les moyens. Il gagne l'élection en 2010, on l'enlève, on l'envoie en prison et on lui empêche donc de vivre normalement sa vie politique. Il est acquitté à la CPI, on lui trouve des artifices inutiles et grossiers dans son pays et on lui dit on ne veut pas que tu sois candidat. Mais nous sommes justement les lieutenants, c'est nous qui sommes les lieutenants. Koné Katina, c'est le lieutenant Laurent Gbagbo. Il dit
que son général, là, Okay. il continue d'être un bon général et il va mener la bataille. Mais donc ça, c'est un choix. Mais c'est-à-dire la chose qui nous étonne, nous les observateurs, pour que ce Gbagbo est l'unique option que vous, les barons du PPACI, vous torpillez entre vous et pour éviter toute velléité d'affirmation de soi entre vous. En un mot... C'est une affirmation gratuite, c'est une affirmation forte. Est-ce que vous avez des éléments de preuve de ce que vous avancez? Non, je n'ai pas de preuve, mais est-ce que vous... D'accord, mais entre vous, puisque entre vous, moi, je vous connais, vous êtes un brillant politicien, mais c'est possible que... Parce que quand moi je viens en Italie depuis plus de 40 ans, je vois bien que les hommes politiciens, ils forment leurs dauphins. Mais depuis 1990, qu'on a eu le multipartitisme, c'est toujours ou Gbagbo, ou Alassane Ouattara, ou le dauphin Henri Konan Bédié. Mais est-ce qu'il n'y a pas de jeunes générations qui ont été formées, comme vous d'ailleurs, parce que vous êtes un économiste, et encore, compliment, on m'a dit que vous avez fait votre doctorat il n'y a pas trop longtemps. Merci beaucoup. D'accord. Donc, en un mot, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut affronter le parti d'en face, entre vous, les jeunes? Oui, mais le problème, c'est que votre question, vous avez la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Répondez-moi. Vous donnez la réponse, vous avez donné la réponse à votre question. Non, soyons sérieux. Voyez-vous. Donc, je ne suis pas sérieux. Non, c'est pas vous. Ah, d'accord. Finalement, les gens, quand ils abordent cette question-là, ils l'abordent avec beaucoup de légèreté. D'accord. Et c'est pourquoi je demande, ce n'est pas vous, mais ceux qui nous écoutent, qui nous prennent au sérieux, qui comprennent le sérieux de ce que nous allons dire. Non, notre pays, la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème d'âge ou de quelqu'un qui dure longtemps dans l'arène politique. La question fondamentale de la Côte d'Ivoire depuis 1990, est-ce oui ou non on accepte les règles démocratiques que nous sommes librement fixées. Tant que ces règles ne sont pas clairement établies, que vous prenez des candidats de 18 ans, ou de 22 ans, ou de 23 ans, ou de 100 ans, vous ne réglez pas le problème de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas juste de ramener la question des problèmes en Côte d'Ivoire à 3 personnes, tout en tenant compte de leur âge. Ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas résumer, ramener la question profonde de la Côte d'Ivoire à ce schéma-là. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis 1990, on a décidé d'aller au multipartisme et il y a des personnes qui ne veulent pas appliquer les règles du multipartisme et qui sont arrivées jusqu'à faire la guerre et pour accéder au pouvoir. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ni avec l'ancienneté des acteurs. C'est une question de mentalité. Et nous, au PPA, c'est cette mentalité que nous combattons. D'accord. Revenons à l'appel de Bonois. On entend par appel de Bonois, le président Gbagbo, il a lancé un appel pour réunir tous ceux qui sont de l'opposition, ou tous ceux qui s'entendent de la mouvance de gauche. Mais la question que je vous pose, aujourd'hui, votre champion, il n'a pas de rapport de communication avec Simone Eivé, pas de rapport de communication avec Charles Blé Goudé, encore Afin Guessan, l'ex-premier ministre, encore avec Mamadou Koulibaly, l'ex-ministre de l'économie, et encore l'ex-président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'il peut penser et opter une coalition de ces personnages quand il n'y a pas de communication? Alors, je crois que vous n'avez pas compris l'appel de Bonois. Non, voilà pourquoi vous invitez pour nous expliquer. L'appel de Bonois n'était pas un appel à une coalition. Ah, d'accord. L'appel de Bonois disait ceci. Nous avons en face de nous un pouvoir qui refuse d'appliquer les règles démocratiques, qui vicie, qui rend difficile le jeu démocratique, entre des règles et des applications, des choses inutiles. Nous disons, vous tous qui vouliez compétir à cette élection, mettons-nous ensemble pour que nous combattions, au moins que les règles du jeu soient claires, pour que dans notre compétition, vous tous qui voulez compétir, ou on puisse compétir dans les conditions normales. Donc ce n'est pas une coalition. C'est la première des choses. Deuxièmement, quand le président a fini de dire ça, il a nommé quelqu'un, et cette personne fait son travail, c'est le président exécutif Danou Diédié qui fait son travail. Contrairement à ce qu'on vous dit, il a contacté toutes ces personnes-là. Parmi ces personnes, Blé Goudé? Bien sûr, il a tenté. Donc il est devenu fréquentable, Blé Goudé. Alors, il n'a jamais dit. Alors, ça aussi, une grosse erreur. Oui, d'accord. On n'avait jamais dit nulle part que Blé Goudé n'était pas fréquentable. Les gens font une confusion.
Je le répète, c'est que mais c'est mieux que vous, aujourd'hui, vous le clarifiez. On va clarifier, comme je l'ai clarifié il y a à peine 2 semaines, je l'ai clarifié. Blé Goudé a créé un parti politique qui s'appelle le COGEP. Le président d'un parti politique. Donc, par nature, de façon évidente, il a créé son parti pour aller à la conquête du pouvoir. Comme le PPACI est créé pour aller à la conquête du pouvoir. À partir du moment où vous créez 2 instruments pour affronter pour le même objectif, vous devenez adversaire. Mais cela dit, en politique, comme l'a dit, l'adversité ne peut jamais être permanente. Elle peut, à un moment donné, par les circonstances, on peut se rapprocher et puis pour un objectif bien précis. Mais pour le moment, ce dont je ne suis pas d'accord, c'est de faire croire que Blé Goudé, tout en créant le COGEP, est encore avec Gbagbo. C'est cette approche-là que nous disons qui n'est pas juste. S'il était avec Gbagbo, il serait resté au PPACI. Dès que tu crées un parti politique et que tu as ce parti, tu vas à la conquête. Blé Goudé n'a jamais dit qu'il était du PPACI. Oui, bon, donc dans ces conditions, il n'y a pas de débat. Mais ne nous prêtez pas des intentions de dire qu'on a dit que Blé Goudé n'est pas infréquentable. J'ai été le premier à le dire et j'avais même précisé, après avoir dit ce que je viens de dire, que le fait qu'il ait créé son parti fait de lui un compétiteur comme nous, donc un adversaire politique, mais que schéma faisant, il y a la possibilité que nous puissions nous rencontrer quand le devoir se fait sentir, qu'on se mette d'accord autour d'une question. Donc ça, je veux dire, ça va les choses sont tellement simples que parfois j'ai dit les journalistes, c'est votre travail, hein. Bien sûr. Charité, mais même autour des évidences, mais je veux dire que sur ce plan-là, il n'y a pas trop à charité, parce que l'évidence est grande. Tout à l'heure, j'ai dit tantôt que vous êtes un économiste. Donc, la majorité des pays africains ont entre 80 et 95% de leur tissu économique qui est constitué des PME, d'ailleurs comme l'Italie, qui peut être un benchmark pour la Côte d'Ivoire. Et ces entreprises locales, cependant, elles contribuent seulement à 18, maximum 20% de la richesse créée par le PIB. Et 80% de la richesse sont créées par les entreprises occidentales. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème que ces entreprises occidentales rapatrient les fonds dans les pays d'origine? Alors, votre question est tout à fait juste, mais il faut situer ça dans le contexte économique de nos pays. Aujourd'hui, nos pays se sont tous lancés dans ce qu'on appelle les grands travaux. Les travaux d'infrastructure. Or, ces grands travaux, ce n'est pas les PME qui le font. Ce sont des multinationales qui font ces PME. Et économiquement, là où pourquoi nos PME n'arrivent pas à participer de façon évidente au PIB, premièrement, c'est parce que la nature de l'économie, c'est une économie de grands travaux. Donc, comme c'est les grands travaux, donc ça demande beaucoup de moyens. Donc, c'est les multinationales qui choses, de beaucoup de choses. La nature des conflits, les PPP, c'est-à-dire que le partenariat public-privé, ça profite aux entreprises étrangères. À une économie dont le PIB est tiré par les grands travaux et porté par la dette, forcément, ça se fait au détriment des PME. Et donc, la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, comment faire pour que ces PME-là, nous puissions les connecter directement avec ces grandes entreprises? Pour ne pas, comme vous l'avez dit, et tout à fait juste, que finalement, tous ces grands travaux-là, le retour sur l'investissement se fasse dans les pays d'origine et que n'ait pas d'impact réellement sur notre économie. J'ai toujours dit, et hier, j'ai regardé d'ailleurs une émission sur une nouvelle chaîne, je ne comprends pas l'italien, mais j'avais bien compris, il faisait la publicité des grands travaux qui ont cours ici en Italie. Et ces grands travaux sont tous réalisés par des entreprises italiennes. Et donc, ces entreprises sous-traitent avec... Chez vous, ce n'est pas le cas. Justement, c'est ça qui est notre problème. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord au PPACI de cette économie, de cette orientation économique qui est faite en Côte d'Ivoire, qui veut que la richesse, elle est créée, mais elle retourne dans les pays qui sont déjà développés, parce que c'est eux qui fournissent ces trucs-là. Quand vous dites, je vais faire un métro en Côte d'Ivoire, qui vous coûte 2 milliards de dollars, eh bien, ces métros-là, dans la réalité, son impact économique en termes de richesse qui va pouvoir réjaillir à la fois sur les PME et sur les nul. C'est toutes les entreprises qui sont impliquées dans ce projet, c'est des entreprises soit françaises, soit étrangères. Donc finalement, c'est un projet, ce qu'on appelle les éléphants blancs, où on vous fait un éléphant blanc, mais ça n'a aucun impact. Et c'est ce que nous voulons corriger. Mais je connais Katina, ex-ministre du budget de Laurent Gbagbo. Que pensez-vous du plan Matei
proposé par la jeune première ministre italienne, Giorgia Meloni? Écoute, c'est ambitieux. Ce qu'elle dit dans le fond de ce plan, ce qu'il dit dans ce fond, à savoir créer des emplois. C'est ce qui vise ce plan, créer des emplois dans les pays africains, de sorte à maintenir la jeunesse pour ne pas qu'elle vienne en migration illégale dans les pays du Nord et que la porte d'entrée de cette migration par l'Italie, forcément, ça pose. L'objectif, sur le fond, elle a raison. Mais c'est les mécanismes, comment elle va y arriver, pour lesquels je doute, puisque il y a eu déjà, cette tentative a déjà eu lieu sous une autre forme. En 2015, il y a eu le plan qu'on pourrait appeler le plan de Malte-la-Villette. Malte-la-Villette, qui est la capitale de l'île de Malte. Et là-bas, l'Union européenne avait dégagé au bout du compte autour de 5 milliards, si je m'en tiens à leur chiffre, 5 milliards d'euros qu'ils ont donnés à ces pays. Et un pays comme la Côte d'Ivoire a reçu autour de 200 à 300 milliards de francs CFA. Et malheureusement, quand ils ont reçu cet argent, le gouvernement a dit on fait un plan, on a déclaré l'année 2016, année de la jeunesse, à cause de cet argent. Mais au bout du compte, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que la Côte d'Ivoire continue de fournir le plus grand nombre d'immigrants encore. Et ça veut dire que cet argent n'a pas été utilisé comme il le fallait, puisqu'il n'y a pas eu d'impact pour retenir ces personnes-là. Mais mieux, et je dirais même pire, c'est que les donateurs, c'est-à-dire celui qui a l'initiative, l'Union européenne, n'a jamais demandé de compte aux gouvernements qui ont reçu cet argent. Donc, c'est bon, c'est possible, c'est une bonne initiative, mais il faut revoir les mécanismes. Il faut peut-être que ensemble, et ce n'est pas seulement les États, il faut que ces questions-là, on les débatte avec les gouvernements et les partis de l'opposition pour que nous proposons un plan et que ce plan-là soit suivi de façon collégiale, à la fois par le gouvernement et par l'opposition et par les pays donateurs. À partir de ce moment-là, s'il y a une conduite comme ça, on peut arriver à des résultats tangibles. Sinon, vous donnez cet argent à la Côte d'Ivoire, ça va servir à alimenter les quêtes de RHDP, qui va trouver des comptes pour ses camarades, et ça ne va pas servir la Côte d'Ivoire, comme ça s'est fait il y a quelques années, avec le plan de Malte-la-Villette. Monsieur le ministre, Kone Katiena, où vous êtes assis le mardi passé, puisque Nerusu Bianco va en direct chaque mardi, était assise là la nouvelle présidente de la région de l'Ombrie. On a voté dimanche et lundi. Lundi à 15h05 avec notre instant pool, on savait les indications de qui avait gagné. La question que je vous pose, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire lundi au plus tard à 17h, on savait avec précision, avec tous les voix et tous les pourcentages qui avaient gagné les élections régionales de cette région. On a voté en Italie dans 2 régions, les régions de l'Umbria et la région d'Emilia-Romagna, où la gauche a gagné, les 2 régions. La question que je vous pose, pourquoi est-ce qu'en Afrique, après les indépendances, aujourd'hui ça fait 64 ans, quand on vote dans nos pays, pour avoir les résultats, il faut attendre vraiment assez de temps. Parce que l'Italie ne manipule pas ces élections. Pardon? Parce que l'Italie ne manipule pas les élections pour quelqu'un. C'est tout simple. C'est la volonté de manipuler, de ne pas dire les... Pourquoi vous les manipulez? Oui, vous êtes un homme d'État. Vous êtes un ministre. Oui, mais je vous êtes un homme d'État. Oui, mais je vous êtes un grand politicien. Oui. Vous écrivez le programme de votre parti PPACI. Oui. Mais donc, vous devez faire en sorte que, après les élections, après qu'on ait voté, on ait sorti des urnes, et qu'on ait des résultats sans attendre assez de temps. C'est pourquoi nous disons qu'il faut changer la CEI. Parce que ce que vous dites, ça rejoint exactement ce que nous disons. C'est possible en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes infrastructures de communication comme vous, mais le peu de technologie qu'on a, c'est possible. Peut-être qu'on ne le fasse pas dans les 24 heures, mais au moins dans les 72 heures, qu'on puisse avoir tous les résultats. Même dans les 48 heures, qu'on ait tous les résultats sans problème. Mais c'est la volonté de manipuler. Parce que donc, en un moment, il n'y a pas de standard que nous avons ici. Non, c'est Willy Brandt qui disait il n'y a pas de démocratie sans démocrate. La question de la démocratie, elle est d'abord mentale. Et c'est ça, c'est à cela s'attelle le président Laurent Gbagbo. C'est beaucoup de souffrance pour lui. Hein. D'accord. Beaucoup de souffrance pour que ça rentre dans les têtes. Il va en prison, et ainsi de suite. Mais c'est le problème, c'est la question de l'Afrique, c'est la démocratie. Il faut que nous nous mettions dans la démocratie. D'accord. Monsieur Kone Katiena, ex-ministre du budget du gouvernement Laurent Gbagbo, nous sommes à la fin de cet entretien. Quel message voulez-vous donner à ceux qui nous écoutent, puisque cette émission, elle sera vue un peu partout en Côte d'Ivoire, ce qui est un peu votre objectif? Ok. Écoutez, je suis venu ici parce que nous avons des structures de notre parti qui s'installent, qui se bonifient.
et des structures m'ont appelé en Italie pour l'investiture de leurs responsables. J'étais à Florence, après je vais à Vicenza et je suis venu ici à Perugia pour visiter la foire et puis discuter un peu avec les chocolatiers. Ce que je vois un peu partout, c'est qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on désespère. L'Afrique a besoin simplement d'un leadership nouveau, qui tourne autour d'un certain nombre de valeurs. Il faut que nous nous estimons nous-mêmes. L'estime de soi, c'est la première des choses que les Occidentaux ont, que nous n'avons pas. L'estime de soi te permet de regarder, est-ce que ce que je fais, c'est que je le fais dans l'intérêt de mon pays, de mon peuple, ou je le fais dans l'intérêt d'autres peuples. Malheureusement, en Afrique, ce que nous avons constaté en tout cas, c'est que beaucoup de ce que nous faisions, en tout cas ceux qui gouvernent, ce qu'ils font, ils le font dans l'intérêt des autres. Au point où quand nous avons voulu faire autrement, on nous a fait la guerre. Quand nous avons voulu faire autrement, on nous a fait la guerre. Autrement, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut faire, on nous a fait la guerre. C'est une erreur de le faire. On ne peut pas se développer si nous n'avons pas l'estime de soi. Apprenons à nous aimer comme Africains, à aimer notre pays, à être souverains, à croire à l'Afrique, et à partir de ce moment-là, les autres choses, nous allons pouvoir décoller. Merci Justin Konekatina d'être passé sur le plateau de Nero Subianco. Vous nous avez promis de revenir dans un an, puisque Hero Chocolat, ça se passe chaque année à la mi-novembre à Perugia. Vous voyez ce qui est écrit là? Qu'est-ce que c'est écrit? Non, là. Nero Subianco. Voilà, Nero, ça veut dire mettons noir sur blanc. Okay. Donc, c'est une promesse. Donc, comme on a Nero Subianco, on met noir sur blanc. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre. Donc, on vous attend le 15 novembre 2025 pour assister à dans l'espoir que la Côte d'Ivoire participera avec un peu de stand pour présenter vos produits. Parce que cette année, il y a d'autres pays producteurs comme le Cameroun, Venezuela, Équateur qui étaient présents. C'est malheureux que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao avec 2 millions de tonnes, était absent. Malheureusement, ce n'est pas Paris. Bien. Aujourd'hui, on a fini. De nous, on remercie Konekatina dans l'espoir qu'il revienne de nous dans nos studios pour décortiquer la politique de son pays et surtout pour parler du chocolat et du cacao de son pays. Bonsoir. Voilà, chers amis, vous venez donc de suivre, n'est-ce pas, en exclusivité l'intervention de Justin Konekatina de PPACI, qui, n'est-ce pas, a abordé plusieurs questions, notamment la CEI qu'il faut dissoudre également, le RHDP, ils vont pas accepter, le PPACI ne va pas accepter dans cette injustice contre Laurent Gbagbo. Ils n'auront pas un autre plan B. Est-ce que ça, c'est une question générale pour, n'est-ce pas, les pays africains? Est-ce qu'un jour, nous allons assister également en Afrique, on fait des élections le matin et le lendemain, en moins de 24 heures, on a également des résultats. Donc, il a abordé toute cette question. Le problème, c'est pas le journaliste. Vous avez vu un peu la façon dont il aborde des questions. C'était pas aussi pertinent, n'est-ce pas? Des questions, on dirait que c'est un amateur en fait. Comment avez-vous trouvé donc la façon dont ces journalistes agissent sur le plateau de télévision face à Konekatina, n'est-ce pas? Avez-vous trouvé l'intervention du journaliste, est-ce qu'il mérite, n'est-ce pas, sa place en fait? Parce que voilà un bon monsieur qui est là, qui était là, avec plein, n'est-ce pas, de sagesse, avec plein de ressources. Si il aurait été en face d'un autre journaliste, cette intervention aurait été, n'est-ce pas, plus enrichissante en fait. Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous, à très bientôt.